moi, j'ai une position, sur le libre arbitre qui est, autant déterministe que je suis matérialiste et qui est que je crois pas au libre arbitre. J'ai disons que la conséquence un petit peu ultime du matérialisme, c'est que si on est, sous réserve d'incertitudes, où on fait rentrer de la physique quantique, avec des indéterminations, mais qui sont pas enfin, qui sont des indéterminations, ponctuelles quand on veut savoir, c'est plusieurs caractéristiques, on n'y arrive pas, mais dans une vision causale des causes et des effets, dans une optique matérielle, quand il n'y a pas une substance à part qui est détachée de la matière, la conséquence du matérialisme, c'est d'être déterministe. Et que du coup, il y a un enchaînement de causes et d'effets dont on a du mal à s'extraire, et que la complexité des processus fait que il y a un sens au milieu de tout ça, de l'agentivité sur le monde qui fait qu'on a l'impression d'être agent et de constituer un sujet rétrospectivement et de manière plus ou moins illusoire qui permet de créer la continuité de l'individu dans la personne, etc. Mais est-ce que vraiment on est libre de chaque acte qui lui-même remonte à une concaténation de causes et d'effets bien antérieures, dont des fois on peut avoir des sortes de bribes. Il y a des éléments de notre vie dont on arrive très bien à avoir la généalogie transgénérationnelle, et qu'on reconnaît bien que certains éléments sont à la fois dictés par des processus génétiques, épigénétiques, d'habitus sociales, etc., dont on n'arrive pas à se défaire. Et je vois pas pourquoi ce serait le cas pour certains éléments et pas pour tous. Donc, donc du coup, c'est pour ça que je parlais de volition ou de l'illusion de la volition, parce que à un moment donné, on a cette étincelle de je dis ah bah tiens, j'ai envie de lui poser ça comme question à l'IA, donc j'ai cette étincelle, mais cette étincelle, elle n'est pas comme ça, elle vient pas de rien. Je vais poser des questions sur des choses qui m'intéressent, et c'est des choses qui m'intéressent parce qu'il y a des éléments dans ma biographie et ensuite dans les éléments historiques de ma famille probablement, et probablement sur des facteurs génétiques qui m'ont été transmis, qui font que à ce moment-là de mon histoire personnelle qui est intégrée dans l'histoire universelle, ça m'intéresse et donc je vais essayer d'y répondre. Et cette volition, c'est juste l'étincelle qui fait que là, c'est le moment où euh, mes éléments de planification psychologique vont faire que je vais vouloir répondre à la question, mais ils n'arrivent pas de nulle part. Et donc, du coup, j'ai ce sentiment d'agentivité sur ma propre vie qui fait que je me dis qu'il faut que je le fasse maintenant, mais je n'ai, en fait, on peut pas y penser tout le temps à ça. On peut y penser que de temps en temps. Dans le reste de sa vie, on fait les choses. Mais ensuite, quand on se dit vraiment, est-ce que c'est moi qui l'ai fait, ou est-ce que j'ai pas été mu par quelque chose de plus profond, et bah, du coup, quand j'analyse les choses, je me dis que j'ai été ému par quelque chose de plus profond. Mais c'est pas quelque chose que l'on peut vraiment tout le temps avoir à l'esprit. Sinon, on rentre dans la maladie mentale, en fait, et on ne peut plus faire. Donc, et puis quand on y pense, on se dit, bah oui, on se laisse porter par le courant des événements. Je pense que oui, et puis même en le gardant en tête, à moins d'être extrêmement bon en méditation et d'arriver à vraiment faire disparaître son soi, on va être piégé dedans. Si il y a plein de fois où, de toute façon, il suffit juste de voir. Si quelqu'un ferme les yeux, se concentre sur ses pensées et essaie de voir d'où est-ce qu'elles émergent, elles émergent de nulle part. Et pourtant, on va dire que c'est nous qui l'avons pensé. Mais au moment où on voit cette pensée, c'est le moment où on s'identifie avec et c'est le moment où on dit ah, c'est moi qui ai pensé ça. Mais on n'était pas au courant avant qu'elle arrive de ce qu'on allait penser. On n'a pas pu prédire ce qui allait sortir. Et c'est ça un peu tout le temps. Et donc, là où j'ai un petit problème avec les gens qui serviraient de la mécanique quantique comme incertitude permettant une place au Oui, libre voilà. arbitre, j'ai juste l'impression qu'ils vont chercher la dernière limite sur laquelle on a encore des Oui, incertitudes voilà. pour essayer d'y placer ce mystère, alors que la mécanique quantique, ils s'en servent de manière déterministe. C'est des probabilités, mais c'est pas un agent magique qui vient choisir l'atome où est-ce qu'il se trouve. Mm. Et même si c'est Oui, dû oui, au mais hasard, parce que ça peut être dû au hasard, le hasard, n'est pas un signe de libre arbitre. Le hasard est par définition l'inverse du libre arbitre. C'est un événement qui se produit sans cause ou effet. donc oui, oui, bah, en fait, je sais que c'est un argument classique. Après, moi, je dis pas que je l'utilise au contraire pour définir le libre arbitre, mais voilà. Donc moi, je pense que après c'est quelque chose. C'est comme pour les théories de la conscience. Le libre arbitre, je pense qu'on peut. J'irai jamais convaincre quelqu'un. J'essaierai jamais de le convaincre qu'il a tort là-dessus. Et je pense que quelqu'un qui me convaincrait du contraire, je pense que c'est une part d'intuition euh, auquel on se laisse plus ou moins aller, à laquelle on finit par se ranger au bout d'un moment, parce que je pense pas que j'ai toujours pensé ça, mais et puis à un moment donné,
dans la prise en compte de la complexité, historique. Moi, je pense qu'il y a des éléments derrière qui montrent que je m'intéresse à l'histoire et je pense que l'histoire, a joué un grand rôle sur la sorte de sentiment de lâcher prise sur le décours des choses. Et je m'amuse, personnellement justement pour tester un peu ces questions de libre arbitre et de possibilité de changer l'ordre des choses sur des réflexions uchroniques, parce que c'est un peu mon dada quand, je fais pas des podcasts sur la conscience. Et c'est un peu des manières de tester qu'on ne peut pas le changer, mais que des fois, pour s'amuser, on imagine que un acte de volonté de quelqu'un au milieu des déterminismes historiques va le changer, mais c'est vraiment juste pour la blague, quoi. Mais c'est très intéressant. Mais ça n'a pas de base métaphysique euh, ou physiologique ou physique propre. Je n'y crois pas. Et je crois du coup à une forme de déterminisme et c'est juste pour le mettre en évidence que des fois j'aime bien m'amuser avec ces hypothèses du chronique, par exemple. Parce que c'est plus facile, ça devient plus évident de le montrer sur les processus historiques que quand ça touche à l'individualité. Quand ça touche à sa propre perception de notre volonté, dans notre illusion d'être soi-même l'agent de sa propre vie, c'est beaucoup plus difficile de se l'avouer ou de le faire l'avouer aux autres. Oui, mais parce que c'est déjà compliqué puisque les gens vont associer libre arbitre et la responsabilité, etc. Donc, par exemple, je ne vais pas croire au libre arbitre, mais je suis pour qu'on tienne les gens responsables, ne serait-ce que parce qu'on sait que du coup, C'est s'il n'y a pas de ça. libre arbitre, le contexte a son importance. Donc, la manière dont tu seras puni et que tu sais en avance ses conséquences vont influencer les actions que tu vas faire à un moment T, etc. Donc, il va y avoir tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un gros problème. Et d'ailleurs, c'est une croyance, mais dans ma vie, j'agis comme si j'avais du libre arbitre constamment. Bien sûr. Des fois, il y a des situations, par contre, où je vais peut-être essayer de me le rappeler. Si quelqu'un m'énerve inutilement, je vais peut-être me rappeler de, peut-être, au lieu d'en vouloir à la personne, il y a sûrement juste une Oui. raison dans le contexte ou quoi que ce soit, etc. Ou ça peut permettre plein de choses et de se rendre compte aussi de nous-mêmes, se détacher des fois des choses, etc. Et donc, c'est plus utile, j'ai l'impression, d'avoir cette idée en tête, des fois en rétrospective, que plus sur le moment, parce que sur le moment, l'illusion est trop forte. Cette association entre notre mouvement et ce moi qui regarde est... Mais l'illusion est absolue. En permanence, on pense en tant que sujet et on pense. Alors, en tant que sujet, ça, oui, par la construction justement psychique, mais qui a une base matérielle, etc. du sujet. Mais après, on pense en tant que sujet voulant de manière qui là serait absolue et quelque part qui serait détachée. Mais du coup, ce serait une incohérence dans le matérialisme quelque part de se dire bah là, bon, les choses, ça se passe là-dedans, il y a des causes et des effets dans la matière, puis à un moment donné, il y a quelque chose d'autre qui ferait que ça viendrait dévier le cours. Enfin, pour moi, ça, c'est contraire à, à la beauté et à la pureté de l'hypothèse moniste. C'est un petit peu ça le problème. J'ai l'impression que le seul moyen de ramener un peu le libre arbitre, c'est de prendre une sorte de dualisme avec une sorte d'âme qui vient changer les rails de la physique et qui est Ouais. capable de prendre le train va dans cette direction, hop là, je le change de rail pour mener à une autre décision, ce qui semble un peu... bah, enfin, on peut croire à ce genre de choses, mais ça applique une autre métaphysique et tout un autre set de croyances. Après, voilà, il y a des hypothèses, même dans le monde qui était dualiste historique, où néanmoins on pouvait ne pas avoir de libre arbitre et on pouvait Ah ne oui, pas être capable, par exemple, de se sauver dans la religion chrétienne par ses propres œuvres, dans le déterminisme des protestants, dans le jansénisme, etc. Et on était déterminé à avoir la grâce ou pas. Donc c'est des intuitions qui viennent d'au-delà du matérialisme. Et l'avantage, c'est que ça permet d'avoir une position matérialiste cohérente. bon, bah, on se retrouve une ou deux semaines après l'épisode de la dernière fois, du coup. Après réflexion, on a décidé de venir apporter quelques précisions par rapport à certains termes qu'on a pu utiliser dans la discussion. Donc, sur ce, je te laisse préciser certaines choses que tu voulais dire. C'est jamais assez une fois qu'on a commencé à s'intéresser au sujet. Oui, non, effectivement, en fait, ça a fait naître, cette dynamique d'interaction a fait naître d'autres questions et en fait, à la réflexion, quand
quand on en a rediscuté, je me suis dit qu'il fallait peut-être préciser des choses parce qu'il y avait peut-être une sorte d'incohérence, enfin, pour les aficionados de ces questions sur la conscience et la théorie de la conscience, une incohérence entre la fin des derniers épisodes où on avait parlé de la question du libre arbitre, où j'étais plutôt dans une hypothèque déterministe en disant qu'il y avait pas de libre arbitre, en tout cas dans ma vision, hein, voilà, j'ai pas de vérité révélée à apporter. On avait terminé là-dessus, je crois qu'on avait aussi fini sur la question des intelligences artificielles et le point où j'avais, voilà, pas forcément répondu, de manière très approfondie sur la question de l'émergentisme et en fait, ce qui m'est apparu, voilà, parce que c'est forcément ça a une sorte d'esprit, d'escalier quoi, l'idée arrive une fois qu'on est parti et on a le bon mot quand c'est trop tard. Sur le fait que, voilà, ce qui me semblait important, c'est de dire que et j'avais notamment dit ça, c'est que l'émergentisme, c'est un mot qu'on emploie et voilà, et qu'il y a une sorte de contingence des fois dans les corpus et dans les positions personnelles pour évoquer les choses. Et le problème, c'est qu'en fait, émergentisme, je pense que peut-être on l'emploie un peu de manière trop familière et trop triviale quand on n'est pas dans le domaine notamment de la philosophie, sur le fait qu'on voit les choses qui apparaissent et que l'idée d'émergence, elle est séduisante quand on voit les choses qui apparaissent sous nos yeux. Et quand on voit des patients tous les jours, parce que quand même, on partait de la clinique, hein, le premier épisode, c'était sur la clinique, quand on voit les patients tous les jours et qu'on voit quelque chose qui apparaît, dire que ça émerge est, au niveau linguistique, séduisant. Voilà. Et quand on voit des enfants évoluer ou se développer et dire qu'à un moment donné, il y a des capacités qui émergent, on peut voilà, c'est séduisant dans la manière dont on parle. Mais c'est vrai qu'ensuite, quand on se rapporte au corpus théorique qu'il y a là-dessous, notamment si on parle d'un émergentisme fort qui crée une sorte de propriété un peu dissociée, une sorte d'idée de dualisme, pas de substance, parce que ça quand même, bon, c'est un peu abandonné, mais de propriété, voilà, quelque chose qui est vraiment radicalement différent de la base matérielle, même si la base matérielle disparaissant dans la mort cérébrale, cette propriété va disparaître aussi, mais quand même qu'il y a une propriété qui émerge et qu'ensuite elle a sa propre causalité descendante sur le monde matériel, bah, du coup ça devient incohérent par rapport à ce que j'ai dit à la fin sur le libre arbitre. Donc ça me gênait d'avoir laissé cette incohérence, même si, bon, comme je suis pas philosophe, on pourrait ne pas m'en tenir rigueur, mais bon, ça me gênait un peu d'avoir laissé ça en plan. Et donc, du coup, c'était pour préciser que quand je disais que c'est un mot qui est employé un petit peu, c'est par excès, c'était cette idée-là, c'était que on l'emploie parce que on a ce sentiment intuitif mais du coup, la question, c'est est-ce qu'il faut pas employer un autre mot? Et donc, pour le coup, là, j'ai fait un petit peu mes petites recherches parce que j'en étais resté à l'émergentisme, mais je me suis rendu compte qu'il y avait toute une ribambelle et une panoplie de positions philosophiques qui permettaient de rajouter la subtilité là-dedans et notamment de sortir de ce problème de sentiment que une conscience phénoménale émerge de la matière et ensuite a un effet sur elle, donc ça c'est l'émergentisme, mais du coup qui semble être compatible de ce que j'ai compris avec l'hypothèse du libre arbitre. Et donc du coup, si je veux être cohérent avec moi-même, puisque là c'est mon opinion que j'évoquais, ce serait plutôt se rapprocher des thèses épiphénoménalistes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose qui a une propriété qui est différente de la matière, mais qui n'a plus d'action descendante. Et donc ça, c'est la vision épiphénoménaliste. Voilà, je ne pourrais pas en dire grand-chose de plus parce que je ne suis pas devenu brutalement un spécialiste de ça, mais disons que si on veut utiliser les bons mots et pas utiliser des mots voilà, un peu trop triviaux, ce serait plutôt cette position-là qui serait cohérente avec des propres limites. Voilà, donc là, je suis encore en plein cheminement personnel. Hein. Je crois que la nécessité d'expliciter les positions théoriques a réveillé une soif de philosophie qui n'avait pas fait d'émergence à ce point-là depuis mon bac de philo, et qui fait que pour résoudre un certain nombre de difficultés conceptuelles liées à ce dualisme de propriété que l'épiphénoménisme maintient, bah après il y a des solutions plus radicales sur l'illusionnisme, mais là j'ai pas encore franchi le pas et je suis encore en cours de réflexion sur la question d'aller plus loin vers le matérialisme radical et de considérer que bah voilà, ça pourrait être simplement une illusion sans qu'il y ait de propriété propre à une conscience qui émergerait sans effet causaux. Voilà ce que je voulais rajouter parce que pour être parfaitement cohérent.